Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va reparler encore une fois de Huawei. Pas trop longtemps parce qu'on a quand même couvert l'essentiel du sujet la semaine dernière, mais c'est évidemment une histoire absolument énorme dans le monde de la tech et on continue à en voir des petits tentacules se répandre partout dans l'industrie. On va aussi parler un petit peu de ce qui s'est passé au Computex, on va parler du Playdate, une nouvelle console de jeu qui va tout changer en 2020 grâce à sa manivelle. Et oui, vous avez bien entendu. On va juste l'évoquer quelques instants. Aussi parler d'addiction aux jeux vidéo. On va parler également de ByteDance et TikTok qui est en train de faire beaucoup de choses assez intéressantes. Peut-être même quelques mots sur Apple à la fin. Et pour m'aider à couvrir tous ces sujets complexes et intéressants, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois Guillaume Vendée qui se joint à nous pour la... Ouf, je compte même plus. Comment ça va Guillaume, t'es en forme ? Ça va très bien, merci Patrick pour l'invitation. C'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où quand on suit l'actu tech, c'est pas forcément... Je crois que c'est le cas en ce moment, mais on va avoir plein de choses à se dire, c'est cool. Écoute, ça a coupé et on a entendu, c'est pas forcément, mais on est suspendu à tes lèvres pour savoir c'est pas forcément quoi. C'est pas forcément captivant quand il y a pas d'effet waouh comme ça quand on suit la tech et qu'il y a des news comme ça qui s'enchaînent. Il n'y a pas forcément d'effet complètement dingue, mais je suis ravi qu'on puisse échanger ensemble. Oui, et puis si c'est pas captivant, ça veut pas dire que c'est pas important. Il y a des choses qu'on va évoquer qui le seront. Et c'est vrai que ces moments, c'est souvent les moments où Apple a une conférence la semaine suivante. Ça a tendance à faire un petit peu appel d'air. Mais je suis sûr qu'on va être absolument captivé par les interventions de notre deuxième intervenante, Marine Benoît, qui nous rejoint depuis les locaux de Science et Avenir. Comment ça va, Marine ? Ça va. T'es prête à être captivante, toi, contrairement à nous ? J'espère. Pour ma première fois, j'espère pas trop vous ennuyer. En tout cas. Non, mais je suis sûr que ça va être tout le contraire. Merci à toi de te joindre à nous. Je suis très heureux de pouvoir te recevoir. Et donc, en plus, je suis en train d'enregistrer depuis les locaux de notre ami Jérôme, depuis les bureaux. Et les gens de son équipe sont en train de filmer ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas trop pourquoi. On verra ce que ça donne, où ça va ressortir. Peut-être au pire. Oui, je suis terrifié. Et donc, ça me perturbe un tout petit peu, mais Hugo est très sympa, donc il y a ça. Non, je rigole, il est en train de s'arrêter. Non, pas de problème, tu rigoles. Il faut plus que ça pour me perturber dans l'exercice de mes fonctions podcastrices. Donc, on va commencer avec quelques petits mots sur Huawei et les suites de cette affaire qu'on a évoquée la semaine dernière. Alors, évidemment, pour ceux qui s'en souviennent pas, je vais très rapidement résumer ce qui se passe. La guerre commerciale et sécuritaire a été déclarée la semaine dernière. Marine, est-ce que tu pourrais couper le son de ton de Skype quand tu ne parles pas ? Parce qu'on entend un petit peu tes... Bien sûr, alors attends, je vais couper ça. Super, merci. Et maintenant, la grande astuce pour les gens qui ne sont pas habitués au podcast, c'est de ne pas oublier de se unmuter quand on répond à quelque chose. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de le rappeler. Donc, Huawei, il y a en gros la guerre commerciale et sécuritaire qui a été déclarée par les États-Unis envers Huawei, avec... deux motifs crédibles. D'une part, la question de la sécurité informatique qui est mise en danger par une infrastructure américaine qui se repose trop sur le matériel Huawei auquel le gouvernement chinois pourrait avoir accès et pourrait utiliser dans le cadre d'une attaque informatique qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'infrastructure américaine. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison qui est crédible, c'est que le gouvernement américain utilise cette interdiction de travailler avec la société Huawei aux entreprises américaines comme levier, comme poids supplémentaire dans la guerre commerciale que se livrent les deux gouvernements. Alors,
il y a plein de choses qui sont passées dans la semaine qui vient de s'écouler et que je voulais évoquer parce que c'est des choses vraiment importantes. La première que je veux mentionner, c'est le fait que on avait déjà évoqué la décision de Google et d'autres fournisseurs de ne plus travailler avec Huawei, qui pouvait avoir des conséquences importantes sur la manière dont Huawei gérait ses opérations. Là, on a carrément des limites, des coups de grâce qui ont été assénés toujours à Huawei, notamment le plus important, je pense, celui de ARM, qui est le designer de puces de processeurs central qu'utilisent tous les fabricants de téléphones. Et ARM fonctionne avec un système de licence, c'est-à-dire qu'il design des processeurs qui sont utilisés donc dans les téléphones parce qu'ils consomment assez peu d'énergie et ils donnent des licences ensuite à d'autres fabricants pour faire des modifications et fabriquer leur propre version de ces processeurs. Mais sans cette licence, les différents fondeurs n'ont pas le droit d'utiliser ces processeurs dans leurs appareils, les différents fabricants, pardon. Et il n'y a pas, là où pour tous les autres éléments, il pouvait y avoir des alternatives, on pouvait imaginer que Huawei utilise son propre système d'exploitation basé sur la version open source d'Android, par exemple, ça serait possible. Pour le processeur, il n'y a pas vraiment d'alternative. La seule alternative dans le domaine des processeurs serait peut-être AMD, société américaine, Intel, société américaine. ARM est une société anglaise, mais qui utilise un certain nombre de technologies développées par sa filiale par un des éléments de la société qui est basé aux États-Unis. Donc, plus de processeurs ARM pour Huawei, ça c'est vraiment comment dire, la fin de la possibilité d'un téléphone Huawei fabriqué indépendamment. Il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter, l'alliance Wi-Fi, l'association SD, qui est donc l'association des cartes SD, qui ont suspendu la licence. La licence, oui, de Huawei. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus utiliser ces technologies. Dans le cadre de l'alliance Wi-Fi, je crois qu'ils peuvent toujours utiliser le Wi-Fi, mais ils peuvent plus participer aux négociations, ce qui est moins problématique. Dans le cadre des cartes SD, c'est aussi moins problématique parce que Huawei utilisait depuis un moment son propre format qui s'appelle Nano, je crois, dans ses derniers téléphones. Mais en tout cas, je pense que sans processeur ARM, ils peuvent pas vraiment fabriquer. Enfin, c'est le plus dangereux c'est même pas dangereux. Enfin, c'est fini les téléphones Huawei s'ils ne peuvent pas utiliser de processeur ARM. On est d'accord. Ça semble assez probable, ouais. Juste une petite réaction, Patrick, par rapport à ce que tu dis sur les origines de la décision de Donald Trump, dont vous avez largement parlé dans le dernier épisode. Peut-être la vérité se situe aussi entre les deux. Il y a peut-être des suspicions d'espionnage chinois avec leur matériel et qui servent, mais qui sont peut-être assez anecdotiques et pas forcément très fréquents, lourds de conséquences, mais assez anecdotiques en fréquence, mais qui servent de levier de négocial, c'est en tout cas ce qui ressort un peu des propos qu'on a pu voir de Donald Trump. Justement, tu le mentionnes. N'hésite pas à intervenir, Marine, à n'importe quel moment si tu veux ajouter quelque chose. Je me suis mise en off parce qu'en fait, je suis sous une fenêtre en plexiglas et là, il pleut comme c'est lié à le dire. Et donc là, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, j'ai limite du mal à vous entendre. Mais bon, ça va aller. D'accord. Moi, si c'est la cata. On t'entend avec le. Ah oui, c'est ça. On t'entend avec le charmant bruit de la pluie qui vient taper sur la fenêtre au-dessus. Mais je suis d'accord avec Guillaume. Je pense qu'il y a vraiment un peu. Enfin, en fait, on peut se poser la question, est-ce que les États-Unis ont vraiment une ligne claire en fait là-dessus ? Est-ce que tout ça est vraiment réfléchi ou est-ce que Donald Trump finalement est un peu il va un peu dans le flou comme il en a l'habitude, quoi, un peu au feeling. Donc c'est un argument qui a d'autant plus de force depuis qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours, qui a été évidemment remarquée par un certain nombre de journalistes, même par de très nombreux journalistes,
En parlant donc de ces problèmes, évidemment, on supputait cet élément depuis un bon moment et on en parlait la semaine dernière, mais Trump a déclaré de manière très solennelle et avec l'habitude qu'il a de faire des gaffes monumentales, il a dit Huawei est banni à cause des problèmes de sécurité, c'est une vraie menace de sécurité qui est dangereuse, hyper dangereuse, croyez-moi, c'est très dangereux. Et dans la même phrase, il fait une virgule qu'on entend presque et il dit mais si jamais on trouve un accord commercial, ça pourrait bien possiblement être, on pourrait bien possiblement lever l'interdiction dans le cadre d'un accord commercial. Et là, on peut entendre les yeux de tous les journalistes de la salle qui s'écarquillent parce qu'évidemment, soit c'est une menace. Une menace de sécurité nationale, et dans ce cas-là, je suis pas convaincu qu'un accord commercial puisse annuler cette menace, puisse rassurer les entités de la sécurité américaine. Soit c'est pas vraiment une menace commerciale, une menace sécuritaire, et dans ce cas-là, effectivement, on parle d'un argument, d'un levier pour les négociations commerciales. Il y a une toute petite porte, si on veut être un petit peu généreux. Il y a une toute petite porte qu'on pourrait ouvrir pour dire qu'un accord commercial, on sait que ça peut englober énormément de choses. On peut peut-être imaginer qu'un accord commercial inclut un certain degré d'audit et de vérification du matériel utilisé, limite la manière dont le matériel est utilisé à des secteurs non essentiels de l'infrastructure américaine, ce genre de choses. À la limite, peut-être que pourquoi pas. Mais c'est vrai que cette apparente gaffe qu'il a fait tendrait à indiquer que c'est vraiment une question plus commerciale que vraiment un problème de sécurité. Mais même si, c'est vrai qu'on ne peut pas, malgré tout, réduire à néant, comme tu l'as dit, ces mises en garde des institutions américaines de sécurité. C'est des choses... Huawei est pointé du doigt depuis plusieurs années quand même comme étant une potentielle menace pour la sécurité intérieure. Donc, si en tout cas Donald Trump utilise cet argument commercial un peu contre le FBI, etc., la CIA, c'est fort dommageable, je pense, pour tous ceux qui travaillent au quotidien sur ces questions de sécurité. Exactement, oui. Un autre élément que je voulais ajouter et dont on n'avait pas parlé la semaine dernière, c'est également toujours dans le cadre de cette question de guerre commerciale, c'est que la guerre commerciale, on peut la voir du point de vue des États-Unis et dire quand même ils poussent un petit peu le bouchon, ils sont assez injustes vis-à-vis des entreprises chinoises, et effectivement cette idée se défend, mais il faut pas non plus oublier que le déséquilibre des relations entre la Chine et les États-Unis, et entre la Chine et tout le reste du monde, n'a pas commencé avec cette attaque des États-Unis. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que c'est un état de fait et c'est comme ça qu'est le monde aujourd'hui et qu'on l'accepte. Mais s'il y a des équilibres, il est très certainement du côté de la Chine qui impose des conditions commerciales absolument drastiques à n'importe quelle société qui veut faire du business en Chine. Et il y a des conditions assez compliquées. Il est impossible pour une société, par exemple, de travailler en Chine, en Chine, oui, une société occidentale de travailler en Chine, sans être dans un partenariat avec une société chinoise. Et si je ne m'abuse, c'est un partenariat à 50-50 minimum, voire 51-49, pour que la société chinoise garde le contrôle. Donc, s'il y a pointage de doigt pour une question de déséquilibre, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver des choses à redire sur cette idée, mais il n'empêche, c'est la Chine qui a commencé, et qui a commencé il y a tellement longtemps. C'est juste que on est tellement habitué à ça qu'on y pense plus forcément. Et si on veut une idée du danger, là encore, je
moi, comment dire, j'oscille toujours entre la question commerciale et la question sécuritaire. On a un exemple de la manière dont les questions de sécurité peuvent s'exprimer en défaveur de l'importance de la Chine. L'application Grindr, qui est, en gros, pour schématiser, c'est le Tinder de la communauté LGBT. Et l'application a été rachetée par une société chinoise il y a quelques années, et on a découvert cette semaine que les autorités américaines avaient exigé que la société chinoise revende la société à une société qui ne soit pas chinoise. Pourquoi ? Parce que cette société chinoise, qui s'appelle Kunlun, a donné accès à ces données aux données privées de l'application Grindr à des employés en Chine, et dont on suspecte que certains vont avoir accès à ça dans le gouvernement chinois. Et évidemment, quand on parle de données privées d'une application qui est spécifique, alors toutes les données privées, ça serait problématique, mais spécifiquement d'une application où on va avoir des informations sur la sexualité des utilisateurs, il y a même des choses comme la séropositivité. Ouais. Voilà, exactement. Ça pourrait concerner évidemment tout un chacun, mais aussi on peut imaginer des personnalités politiques américaines ou de n'importe quel pays qui pourraient être utilisées pour faire du chantage, etc. Et ben, c'est un exemple de la manière dont ça peut être problématique, cette implication chinoise poussée dans ce type d'activité, quoi. Dans le cas de Grindr, de toute façon, c'est vrai que c'est quand même de toute manière vachement embêtant de savoir qu'un service comme ça permet de recueillir des données de ce type-là, quel que soit l'État qui gouverne un peu la direction de l'entreprise. Et il y avait eu des prises de parole qui critiquaient d'ailleurs le fait que l'existence même de Grindr, enfin pas son existence, mais le fait qu'on puisse exploiter les données, que ce soit par des Chinois ou par d'autres puissances, était de toute façon problématique. Mais sur la guerre commerciale, en tout cas, moi, il y avait quand même un élément que je voulais ressouligner par rapport à ce que tu décris, Patrick, c'est que toi, je suis sûr que l'analogie va te parler, va peut-être parler aussi à Marine, mais il y a un syndrome un peu gilet jaune dans cette histoire. Parce que Huawei avait proposé un accord de non-espionnage mi-mai qui a été purement et simplement ignoré par les États-Unis. Et il y a eu cette prise de parole par Donald Trump avec ce ban de Huawei rajouté dans la liste des entreprises chinoises qui sont un peu persona non grata. Mais quelle est la solution en fait ? C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que Huawei, sous prétexte d'un problème de sécurité, qu'est-ce que Huawei peut proposer, peut mettre sur la table dans un accord ? Tu parlais d'un engagement de visite, de contrôle. C'est des choses qui ont été évoquées et ignorées au préalable. Donc moi, ça me fait un peu peur cette histoire et j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui va durer dans le temps. On partait tous du principe effectivement que c'est quelque chose qui était utilisé pour faire pression et que au final ça allait se résoudre. Mais t'as raison, quand je me suis même pas posé la question de cette manière, qu'est-ce que peut proposer Huawei pour se justifier ou pour faire marche arrière au gouvernement américain au niveau de la sécurité ? T'as raison, je sais pas, je crois que ça ne pourrait pas. Et donc, soit c'est effectivement une question commerciale qui est peut-être justifiée ou justifiable, ça ensuite je laisserai aux spécialistes de la politique internationale d'en décider. Mais oui, au niveau de la sécurité, tu as raison, je suis pas sûr. Et d'autant plus une autre problématique qui a été évoquée dans ces scénarios sur le long terme, c'est que suite à ce type d'action, le gouvernement chinois va être a priori tenté d'envoyer des virus dans la gorge de Patrick pour qu'il puisse plus commenter. Va être a priori tenté et même sans doute se lancer dans une fragmentation de l'industrie tech en développant son propre système d'exploitation, ses propres designs de processeurs. Enfin, il est probable que le gouvernement chinois se dise bon bah écoutez ok, si c'est comme ça on va devenir complètement indépendant et tant pis pour vous. Et la Chine avec 2 milliards d'habitants, c'est un monde en soi. Ce qui peut nous amener à la conclusion que comme on a pu l'observer depuis on va dire
selon les estimations, entre 50-70 ans et 200 ans, les liens commerciaux internationaux font bien plus pour la paix que quelques négociations politiques que ce soit. Et bon, ça peut être une préoccupation aussi, quoi. En tout cas, excuse-moi Guillaume si tu voulais intervenir, mais oui, j'ai lu une phrase intéressante, visiblement. C'est un spécialiste de la Chine qui disait ça, qui s'appelle Philippe Lecor. Il disait que dans les colloques, on expliquait aujourd'hui que pour parler à la Chine, il fallait parler à Huawei. Donc, c'est dire quand même l'importance de cette entreprise. C'est Pékin, quoi. Voilà. Donc, Huawei. Et effectivement, là, on est à la fois, on est complètement dans une guerre commerciale, à la fois, ça va bien au-delà de ça. On est dans de la diplomatie pur jus, quoi. Donc, ce que tu disais, Patrick, là, je pense que la Chine, évidemment, on le sait, vous l'avez dit la dernière fois dans l'émission, elle s'attendait à ça. Donc, il ne faut pas la sous-estimer. Elle est capable de faire cavalier seul. Hein. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup plus avancé. Guillaume, je te laisse le mot de la fin avant qu'on avance. Là où je suis difficilement quand même d'accord avec vous, ouais, là où je suis difficilement d'accord avec vous quand même sur cette partie autonome, ça me semble complètement impensable que la Chine fasse cavalier seul. Alors déjà, on peut pas imaginer qu'il y ait juste les États-Unis qui bloquent, parce qu'on le voit par rayonnement ARM, hein, il faut le rappeler, le siège est au Royaume-Uni. D'ailleurs, ça remet en cause pas mal de projets, notamment de la part de Huawei, qui voulait monter un centre de recherche au Royaume-Uni, qui aura peut-être un petit peu du plomb dans l'aile. Et on voit qu'il y a Toshiba, Panasonic, enfin en gros des acteurs qui sont pas forcément américains, qui lâchent Huawei aussi. Et cette entreprise, ils sont très bons sur plein de choses, mais ils peuvent pas être 100% autonomes, notamment sur les processeurs. Et c'est peut-être là où il faut insister sur les news de cette semaine, c'est que ARM, c'est clé, quoi. Autant Android, effectivement, on peut imaginer faire un système d'exploitation alternatif, plus ou moins avec des compromis sur les stores d'app pour les commercialiser, mais dans le cas d'ARM, c'est hyper central, quoi. Si on enlève l'intelligence d'un processeur aussi important que ARM pour les smartphones Huawei et consorts, il reste plus grand-chose derrière, quoi. Non, mais je crois que... Pardon, vas-y Marine. Non, mais je pense qu'en fait, c'est un jeu d'équilibre et de surcouche. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, ARM, c'est complètement indispensable pour la Chine, mais la Chine a aussi les infrastructures. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier la dépendance qu'a l'Occident à la Chine en termes de fabrication, en termes de matériaux. Et à un moment, on va pouvoir aller carrément sur ces terrains-là, quoi. La guerre, elle peut jouer là-dessus aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y aura toujours des leviers aussi pour les Chinois. Voilà. Je crois qu'il y a de ça effectivement, mais quand je parlais de faire cavalier seul, c'était pas uniquement la question de est-ce que la Chine pourrait fabriquer enfin comment dire. L'idée, c'est qu'ils puissent devenir indépendants avec des designers de processeurs. Effectivement, ARM est hyper important, mais moi, je les vois tout à fait. Le gouvernement chinois dire « Ok, maintenant, on va prendre des ingénieurs qu'on a sur tel et tel et tel domaine ». Et puis on va leur dire, vous bossez sur un processeur. Et peut-être qu'il ne sera pas aussi performant qu'un processeur ARM de 2019, mais très certainement, il sera aussi performant que, je ne sais pas, un processeur ARM de 2015. Et ça suffit largement pour faire des smartphones. Et en plus, on sait bien que la Chine ne s'embarrasse pas énormément de la question de la propriété intellectuelle. Exactement. Ils fabriquent tous les processeurs du monde. Et donc, si demain, ils continuent à en fabriquer juste pour le cas où... c'est pas qu'on va envoyer des porte-avions en Chine, quoi. Et alors, évidemment, l'autre aspect de tout ça, c'est que ils peuvent pas non plus complètement s'isoler et mettre une sorte de rideau de fer moderne autour du pays, parce qu'ils ont besoin de la relation commerciale pour amener des revenus dans le pays, et de la relation commerciale avec l'Occident, même s'ils développent des relations avec d'autres pays, et notamment avec l'Afrique, mais ça portera ses fruits dans quelques décennies, on n'y est pas encore. Mais je crois que s'ils veulent, eux, la Chine, être capable de devenir technologiquement autonome si besoin, ils en sont tout à fait capables. Ils pourraient faire peut-être un petit peu moins bien que quand on met toutes les ressources du monde entier en commun, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'est pas un truc qui va les embarrasser outre mesure.
C'est vrai, juste il y a l'aspect, effectivement, tu as raison, critères qualité, il y a, enfin performance plutôt qualité, mais il y a aussi l'aspect réactivité et durée. Alors de là, peut-être qu'ils ont anticipé les choses et peut-être qu'il y a même déjà des choses qui sont en train de se monter en Chine, mais si jamais ils doivent monter des lignes de production de processeurs, ça se fait pas du jour au lendemain en termes de savoir-faire. Mais ils les ont déjà, Guillaume. Il suffit que le seul problème par rapport à ARM aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le design d'un processeur pour lequel ils n'ont pas besoin de licence. Et s'ils travaillent pendant 2 ans et qu'ils font un processeur qui est à eux, ça résout beaucoup de problèmes. Alors pendant ces 2 ans, ça risque d'être compliqué. Peut-être qu'ils vont continuer à utiliser des processeurs. Enfin bref, sur le long terme, ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, ça peut pousser la Chine à devenir vraiment autonome, de manière à ce que ce type de pression n'ait plus de pouvoir sur eux. Mais... c'est sûr qu'ils vont tout faire pour, en tout cas. Ouais, je pense, oui. Oui, mais je vais peut-être te faire ta transition, du coup. Ouais, vas-y. Tu voulais parler de TikTok et qui est cette application. Alors, si tu le veux bien, on va laisser Huawei derrière. On va commencer à parler de TikTok dans un instant. Et avec ce teaser absolument fou. Mais entre-temps, puisqu'on arrive à presque la moitié de l'émission, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Et dans le lot, spécifiquement, je voudrais remercier Guillaume Thomas, David Spaeth, Xavier Collet-Matra, Collet-Matra, il faut que je lise bien les noms des gens, Bogdan CH, Liliane Mathieu, Xavier Hab et Snarkpit. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Vous le savez, le moyen de soutenir le Rendez-vous Tech, c'est d'aller sur patreon.com/rdvtech et de donner $1, $2 par épisode. Vous choisissez combien vous donnez, combien de temps vous donnez, combien vous donnez par mois, etc. Et c'est grâce à ça que l'émission est financée. Je vous remercie tous de soutenir l'émission de cette manière, ceux qui le font en tout cas. Et si vous ne le faites pas, si vous appréciez l'émission depuis un petit moment, peut-être pensez-y. Et si vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes ou le catalogue où vous écoutez l'émission, n'hésitez pas, vous pouvez faire comme Tophobie qui dit, comment dire, un incontournable. Ce podcast aborde la technologie sous un angle rare dans le monde de la tech. Vous avez évidemment les présentations complètes des nouveautés de la tech, mais plus essentiel, une présentation des impacts de la technologie dans nos sociétés avec toujours des avis posés et contradictoires. J'espère qu'on a bien fait notre boulot aujourd'hui. Bref, incontournable. Écoutez, et si vous aimez, je ne vois pas d'autre alternative, soutenez Patrick sur Patreon. Merci à toi, Tophobie, et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur iTunes et ailleurs. D'ailleurs, entre parenthèses, Tophobie a aussi mis un commentaire sur le rendez-vous, le Phileas Club, pour dire que c'était hyper intéressant aussi. C'est une émission que je fais en anglais et le dernier épisode, on a reçu, figurez-vous, un ami américain. On parle des informations politiques et mondiales, enfin de l'actualité internationale en gros, et j'ai reçu un ami américain et un contributeur anglais qui est pro-Brexit, et je trouve qu'on parle pas assez aux gens qui sont d'un avis différent des nôtres et qu'on a tendance à monter ce type de conversation les conversations deviennent systématiquement des parties d'engueulade, en particulier sur les réseaux sociaux. Et ce que j'essaye de faire dans le Phileas Club, c'est justement d'aller, pas toujours, mais en partie d'aller chercher des gens avec qui je suis pas du tout d'accord, mais au moins de les écouter, et même si on reste pas d'accord au bout du compte, que de les comprendre un minimum. Donc si vous appréciez cette idée, peut-être allez écouter le Phileas Club sur, c'est un autre podcast, c'est sur frenchspin.com, contrairement à frenchspin.fr, puisque sur .com c'est les émissions en anglais. Bref, voilà, je finis mon petit commentaire et on parle donc de ByteDance et de TikTok qui, effectivement, tu nous offrais une transition, Marine. Vas-y. Oui, non, ce que je voulais dire, c'était que dans le scénario où cette interdiction, ce placement sur liste noire se prolonge de Huawei, donc faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, il y a des applications qui sont mondialement appréciées. TikTok, c'est énorme. C'est une app pour ceux qui découvrent un peu, donc qui est surtout téléchargée par les adolescents. En termes de software, enfin d'app,
la Chine a aussi son mot à dire aujourd'hui. Donc, elle pourrait tout à fait aussi la jouer comme Google et ne plus permettre un téléchargement de TikTok sur les plateformes, sur le Google Play, par exemple. J'imagine des choses à très long terme, hein, mais je pense que il y a là, aussi ce pouvoir logiciel, quoi. c'est vrai qu'ils commencent à avoir. On a tendance à penser à la Chine en question de fabrication de matériel. C'est vrai qu'ils commencent à prendre une importance, je vais pas dire démesurée, mais enfin négligée peut-être dans le domaine du logiciel. Bien sûr en interne en Chine, mais aussi dans d'autres pays, notamment dans certains pays d'Afrique. Mais TikTok est une société chinoise. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission. C'est en gros la nouvelle app super appréciée par les jeunes. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est continuer cette extension. D'une part, il semblerait être... Alors, je vais résumer ce que fait TikTok. Hein. C'est en gros une sorte de réseau social où on va voir des petits clips vidéo de, on va dire, 30 secondes maximum, qui sont sur fond musical, avec de la musique qui est sur le service, avec l'accord des ayants droit, et ça fait, en gros, c'est un générateur de mèmes, c'est mème sur mème, et un mème d'un mème qui existait déjà, donc c'est marrant si tu connais tous les trucs. Moi, j'ai regardé un petit peu, et il m'a fallu plusieurs jours pour commencer à comprendre et à apprécier le truc. C'est vraiment hyper créatif et hyper intéressant, mais c'est hyper obscur aussi. C'est vraiment hyper par les adolescents, pour les adolescents. Moi, j'ai compris parce que je suis jeune dans mon cœur, vous voyez, c'est pour ça. Mais bien joué. Vous comprendrez sans doute pas, je pense. Mais donc, ByteDance, qui est la société mère de TikTok, est en train de développer, d'une part, un service de musique payant. Donc un service de streaming de musique, ce qui est cohérent avec leur produit phare, et d'autre part, ils seraient en train de développer un téléphone, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un téléphone entier qui est, en particulier en Chine, mais ailleurs aussi, un moyen pour les grosses sociétés de mettre leurs apps en face des yeux de autant d'utilisateurs que possible. C'est un autre vecteur pour mettre les apps devant les yeux des utilisateurs. Un téléphone de la part d'un d'un développeur d'app comme TikTok, même si elle est super populaire, j'avoue que ça m'a un petit peu surpris quand même. Je sais pas si c'est hyper chinois ou pas, mais c'est un petit peu étonnant. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Déjà en pleine tourmente américano-chinoise. C'est vrai que voilà. Et puis, là, on sait pas pour qui, à quel marché ça sera destiné. A priori, ça sera la Chine, peut-être l'Inde. C'est ça, la Chine, l'Inde, l'Afrique, ce genre de marché. Mais je crois que ce qui pose le plus question, c'est le marché semble assez saturé, quoi, là-bas. Donc bon. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils se disent, si on en vend quelques dizaines de milliers, c'est toujours ça de prix, et puis c'est un moyen d'essayer quelque chose. Je sais pas. Je suis un petit peu perplexe aussi. En tout cas, Snap de Snapchat, hein, bien sûr, serait également en train de chasser le succès de TikTok en passant des accords avec les grands studios de musique pour laisser les utilisateurs de Snapchat utiliser des morceaux de musique dans leurs updates. Donc c'est vraiment le mastodonte qui ravage tout TikTok en ce moment. Et Instagram, qui avait lancé Instagram TV, IGTV il y a quelques temps, a fait des modifications assez profondes à IGTV parce que ça fonctionne pas. Là, ça a peut-être un petit peu à voir avec TikTok, mais ça a aussi beaucoup à voir avec l'hégémonie de YouTube qui n'arrive pas à être, que personne n'arrive à briser, quoi. IGTV, c'était avec la popularité d'Instagram peut-être un moyen de commencer à rogner cette dominance, et clairement, ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Peut-être que les changements qu'ils vont mettre en place vont réussir à amener quelque chose, mais on n'y est pas. Avec le recul, je comprends pas ce choix de la part d'Instagram, vraiment avec le recul, hein, d'avoir
forcé et d'avoir fait presque un argument de différenciation les vidéos verticales d'Instagram TV, parce que là, ils proposent maintenant d'intégrer les vidéos nativement au format horizontal, mais au départ, tous les créateurs de YouTube qui auraient pu être attirés par une plateforme naissante avec des nouvelles conditions avec Instagram n'ont pas pu facilement porter leur contenu, et après coup, ils le proposent. Donc, j'ai pas trop compris cette volonté au départ d'Instagram. Oui, je crois que c'était une question de différenciation et d'adéquation au format qu'ils ont mobile, ouais, mais c'est vrai que du coup, parce que je pense pas que le but était de faire des vidéos longues. C'était peut-être, enfin non, peut-être aussi, je sais pas. Bon, en tout cas, ça a pas marché. On a aussi des news du Computex qui a lieu à Taïwan, comme tous les ans. C'est un petit peu la fête, un petit peu la fête des geeks barbus, on va dire. Hein. C'est vraiment du matériel et même des composants généralement. Alors il y a des nouveaux processeurs Intel qui vont un petit peu plus vite que les anciens, un petit peu plus vite. Ils ont réussi à faire des processeurs qui ont une fréquence de 4 GHz, voire 5 GHz. Là où ils étaient un petit peu limités en dessous de 4 jusqu'à maintenant, mais par contre, ils n'ont toujours pas confirmé ou réussi à sortir des processeurs avec des finesses de gravure plus importantes. Donc ça, c'est le problème d'Intel dont on a parlé à plusieurs reprises. Il y a AMD qui a présenté de nouveaux processeurs et de nouveaux coprocesseurs graphiques qui font toujours mieux, mais peut-être sans atteindre la qualité ou en tout cas les performances de leurs concurrents du côté de chez Intel pour les processeurs de bureau et du côté de chez Nvidia pour les coprocesseurs graphiques. Mais bon, ça reste des alternatives quand même assez intéressantes. Et puis Nvidia, ça c'est l'info qui m'a interpellé au sortir du du Computex. C'est cette plateforme qui s'appelle EGX, qui est une plateforme d'intelligence artificielle qu'ils ont développée pour fonctionner sur le edge. Vous savez, on parle de edge computing, c'est-à-dire ces appareils qui peuvent faire des calculs informatiques dans leur appareil eux-mêmes sans avoir besoin de faire appel aux serveurs du cloud. Et donc, NVIDIA a développé cette plateforme qui peut être utilisée soit dans un appareil de puissance très modeste, un téléphone, ou même moins puissant qu'un téléphone, soit être empilé, on va dire, pour être utilisé dans des fermes de serveurs, mais ça fait de l'intelligence artificielle dans l'appareil lui-même. Et quand on pense à l'idée de pouvoir développer l'intelligence artificielle qui n'a pas besoin de se connecter au cloud, moi, ça me fait penser, bien sûr, à la technologie qu'a mis en place Google et qu'ils ont présenté il y a quelques semaines pour activer la reconnaissance de paroles sur le téléphone lui-même, donc sans avoir besoin d'envoyer la requête dans le cloud. L'intelligence artificielle commence à être possible en local. Et ça peut vraiment changer énormément de choses dans notre appréhension, dans notre rapport à l'intelligence artificielle et du coup à l'informatique dans son ensemble, puisque énormément de choses commencent à être de l'intelligence artificielle, quoi. C'est la promesse et le fer de lance un petit peu d'Apple aussi qui fait tous ces calculs en local, enfin qui promet des calculs type intelligence artificielle avec des moteurs de recommandation qui sont faits en local. C'est l'enjeu, quoi. On sait que c'est la confidentialité des données qui va parler au plus grand nombre stratégique des entreprises. Donc que le matériel propose ce genre de choses, déjà c'est assez bluffant sur le plan des performances et sur le plan des progrès, mais on peut que s'en réjouir pour la confidentialité des données de manière générale. Oui, et puis même, pardon. Vas-y Marine, Patrick, je te coupe, non, mais même je pense à des choses toutes bêtes, mais quand on part à l'étranger, qu'on a besoin d'un traducteur, faut imaginer maintenant que ça se développe de plus en plus, ces systèmes où on place son capteur photo devant, enfin sur un idéogramme par exemple au Japon, voilà, ce genre de choses avant ça devait passer par le cloud. Aujourd'hui, si c'est fait en local, on n'a plus besoin de se connecter et on peut, ça ouvre le champ des possibles pour plein de choses et notamment je pense à la traduction, quoi. Ça c'est vraiment moi c'est quelque chose que j'attends pas mal, ça. Ouais. Moi, je suis un petit peu team Marine en fait. C'est marrant, Guillaume pense tout de suite à la protection des données, ce qui est très bien, effectivement. mais moi, j'imagine tout de suite la traduction, bien sûr, mais
Même, je sais pas, même encore plus que ça. Imaginez un futur où on a sur un appareil et sur de nombreux appareils suffisamment de puissance et d'intelligence artificielle pour avoir quelque chose d'autonome. Ça change vraiment le rapport qu'on a à... enfin, si c'est possible, tout ce qui avait lieu avant devient tout à coup hyper daté. Tu peux imaginer, on a une fonctionnalité qui nécessite la connexion à un serveur pour effectuer l'opération informatique avant de te renvoyer le résultat. C'est genre, mais attends, tu veux dire que avant, on avait besoin de se connecter, de décrocher un téléphone chez soi pour parler à quelqu'un ailleurs? Non, non. Nous, aujourd'hui, on a nos téléphones portables. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est genre, mais attends, tu veux dire que avant, pour que ton téléphone comprenne ce que tu dis, t'avais besoin d'envoyer ta voix sur un serveur sur Internet qui va aller comprendre le truc et te renvoyer la réponse? Mais enfin, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Non, ça, ton téléphone, il comprend ce que tu dis. C'est pas le serveur quelque part qui comprend ça. Et ça change complètement le paradigme pour moi. Donc, bon, Ce qui est rigolo, c'est que c'est le... Ce qui est rigolo, c'est que c'est le move radicalement inverse du jeu vidéo où tous les calculs étaient faits en local et on avance maintenant des évolutions inverses. Donc... C'est vrai. Bon, de toute façon, c'est pas encore fait. Hein. Là, c'est Patrick qui fantasme, mais ouais. Bon, parlons un petit peu. Tu évoquais la vie privée et on va y venir en parlant d'Apple. Ils ont... Vous savez quoi, commençons par ça plutôt que de parler du clavier papillon qui est encore changé sur les derniers MacBook. Il y a un procès qui a été intenté à Apple pour une question de vie privée que moi j'ai raté, mais vous m'en parliez avant de commencer l'émission. Donc pour une fois qu'on peut taper sur Apple sur ce sujet, ne nous privons pas. De quoi s'agit-il? Est-ce que l'un de vous peut expliquer? Tu veux que j'explique, Guillaume ou... Ouais, vas-y Marine. Donc oui, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais pour moi c'est une première. Il y a 3 clients aux États-Unis donc, qui sont localisés dans l'État du Rhode Island et dans le Michigan, qui attaquent Apple donc auprès d'un tribunal de San Francisco pour avoir vendu ou loué, j'ai pas très bien compris, on a assez peu d'infos pour l'instant, leurs données personnelles émanant d'iTunes, en se servant d'iTunes, pour $136 par millier de clients. Donc en fait, ils auraient vendu des fichiers où, par exemple, il est possible de savoir qui a... donc c'est la phrase qui est isolée dans un article de Bloomberg, puisque c'est Bloomberg qui fait état de cette info, pour savoir, par exemple, combien de personnes, de femmes de plus de 70 ans, célibataires, écoutent de la country music, etc., et tout ça avec les identités, j'ai pas très bien compris. L'article est assez peu précis sur ne serait-ce que la manière dont Apple aurait, sur la manière dont ces gens auraient pris connaissance du fait qu'Apple aurait vendu leurs données. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, si. Mais c'est effectivement très flou parce qu'il y a d'une part, comment est-ce qu'ils ont su et d'autre part, comment est-ce que Apple a vendu ces données à qui? Dans quel but? Pourquoi? Alors que c'est l'argument, je veux dire, d'Apple depuis des années, et particulièrement ces 2 dernières années, notamment depuis les scandales successifs de Facebook, etc. Bien sûr, oui. C'est l'argument de vente d'Apple aujourd'hui, la sécurité des données. Donc, si ce dossier se poursuit, si cette info nous mène un peu plus loin, c'est vraiment assez catastrophique pour Apple, et on en entendra beaucoup parler, je pense. Voilà. Moi, j'irai pas jusqu'à dire assez catastrophique, parce que ça peut toujours être quelque chose d'isolé, d'expliquer oui mais on avait fait ceci et cela, mais c'est certainement pas, enfin c'est surprenant, on va dire. Ça serait une première brèche, donc à partir de là où la forteresse était inviolée jusqu'ici, moi j'attends de voir en tout cas quel discours adopte Apple, en sachant qu'ils n'ont pas souhaité encore s'exprimer sur le sujet. Voilà. Il faut prendre beaucoup de pincettes parce qu'il me semble que c'est des propositions commerciales de la part de régies publicitaires qui sembleraient s'appuyer sur iTunes. Donc, de là à ce que ce soit une coquille, ce sera peut-être avéré. Maintenant, j'imagine pas que les mecs ils lancent une démarche telle que celle-ci sans qu'il y ait un minimum d'éléments qui a été vérifié. Donc, effectivement, c'est un truc à suivre.
Sans qu'il y ait un minimum d'éléments qui aient été vérifiés, je suis même pas convaincu. Peut-être que c'est quelque chose qui avait été fait il y a quelques années, tu vois, avant que la vie privée ne devienne vraiment le cheval de bataille d'Apple. Mais c'est étonnant, effectivement. On suivra ça évidemment de très près. Donc, on le mentionnait, Apple a sorti une nouvelle version de ses MacBook Pro avec une nouvelle version des claviers papillons qui sont a priori encore plus efficaces dans l'élimination des problèmes de touches coincées et de ce genre de choses. Toi qui es un grand fan d'Apple, Guillaume, je suis sûr que ça t'évoque un amour absolument inaliénable pour cette société qui fait tout pour corriger les problèmes, n'est-ce pas ? Ouais, bien sûr. Bon, c'est hyper déroutant hein, parce que ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'en plus, tout le monde n'est pas touché. Évidemment, ils se complaisent à le rappeler, mais je crois que c'est assez vrai. Hein. Il y a plein de retours de personnes qui ont ces appareils-là avec ces types sujet à ces problèmes. Le problème n'est pas de savoir si tout le monde est touché, mais savoir s'il y a une part des gens qui est touchée, qui est importante. Et je pense que c'est le cas. C'est ça le problème. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'ils ont donc actualisé les MacBook Pro 2019 là, avec une évolution sur les matériaux qui sont utilisés pour les claviers papillons. Et ces appareils sont déjà référencés dans un programme de remplacement qui liste donc tous les modèles éligibles. Et donc parmi les modèles éligibles de ce programme de remplacement, il y a les MacBook Pro qui viennent de sortir. Donc c'est assez, là aussi c'est une première, je pense. Oui, je crois que ça c'est normal de l'inclure parce que si tu l'inclus pas et qu'il y a un problème quand même, ça pose des problèmes que tu ne veux pas avoir. Genre, exemple. Oui, mais oui, c'est la 3e révision de ce clavier. C'est certainement pas l'exemple de technologie Apple la plus reluisante qui soit. C'est pas la journée d'Apple aujourd'hui dans le rendez-vous tech, mais peut-être que cette version enfin fonctionnera comme il faut, hein, on verra. Mais peut-être pour remonter un petit peu le niveau, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez de la conférence de lundi prochain, la fameuse la WWDC, qui est la conférence des développeurs d'Apple, où ils présentent leur nouvelle version des nouveaux systèmes d'exploitation, donc iOS, macOS, etc. Des choses que vous attendez qui vous excite ou pas? Je crois que ça pourrait résumer les commentaires de nombreuses personnes qui suivent l'ActuTech en ce moment. C'est ouais, ils vont avoir un mode sombre. C'est ça. Mais c'est rigolo parce que c'est vraiment le mode sombre, c'est potentiellement ce qui excite le plus les gens, excite entre guillemets. Hein, voilà. Oui, on comprend. On en est arrivé là, quoi. Donc non, après il y a une petite option moi, que je trouve sympa en tant que fille. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ça n'avait pas été intégré plus tôt. Dans l'app santé, il y aurait une option de suivi des cycles menstruels. Mais c'est incroyable qu'ils aient pas fait ça avant. Moi aussi, ça m'étonne beaucoup. Bon, après voilà, on est en plein dans le cœur, on est dans le cœur des sujets du moment. Tout ce qui est en rapport avec les femmes et la tech. Je pense que MeToo a ouvert énormément de choses et c'est un petit peu le prolongement, on va dire, techno dans les usages et dans la vie quotidienne, tous les effets positifs de ce mouvement, si je peux me permettre la comparaison peut-être un petit peu capillotractée, mais voilà, c'est des petites choses qu'on sent maintenant de plus en plus, ces efforts pour les femmes. Oui, je disais, je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça avant, mais je crois que l'explication est assez claire, c'est qu'ils ont pas assez de femmes dans leurs équipes. Et bon, il y avait des apps qui permettaient de faire le suivi, qui étaient très populaires, mais bon, c'était quand même dans l'application elle-même, c'est un petit peu, un ajout tellement évident. Ah oui, quand on pense qu'on est des choses pour des applications pour suivre notre cœur, qui sont destinées finalement à une minorité d'utilisateurs malgré tout. Mais c'est même plus que ça. Ce qui est intéressant dans la question du suivi du rythme cardiaque, c'est que ce qu'on fait remarquer de nombreuses personnes, c'est que ça concerne généralement des hommes plus âgés et souvent blancs en fonction de la démographie, et donc forcément, et qui ont un petit peu d'argent pour vouloir s'intéresser à ce genre de choses, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on s'y intéresse plus, et c'est pas tellement étonnant. Mais quand je dis on, je parle de Apple et les autres. Guillaume, toi, il y a des choses que tu attends de cette conférence ?
Non, il faut être super honnête. On n'attend pas d'être particulièrement surpris. Maintenant, il y a pas mal de choses qui avaient été plus ou moins dévoilées dans un article là aussi de Bloomberg. La liste des fonctionnalités qui devraient être présentées pour iOS et macOS. Si quand même un petit truc, il y a peut-être à espérer un peu d'indépendance supplémentaire à la montre, à l'Apple Watch. Donc pour ceux qui, comme moi, aiment bien l'Apple Watch, peut-être qu'on pourra imaginer encore plus qu'avant se séparer de son iPhone au quotidien et donc retrouver du temps avec des vrais humains et arrêter d'être vissés à nos appareils mobiles. Avec une montre au poignet quand même. Pour retrouver du temps avec des vrais humains, ce dont tu as besoin, c'est que ta watch puisse te servir plus comme ton téléphone, en fait. C'est que je puisse me passer de mon téléphone, voilà. Oui, mais tu ne te passes pas de ton téléphone pour humer l'air frais. C'est que tu te passes de ton téléphone. La condition, c'est que les fonctionnalités de ton téléphone passent dans la watch, en fait. Tout à fait. Voilà. Mais pas toutes. Pas toutes, juste une partie. Bon, parlons un petit peu de jeux vidéo. On en parle beaucoup plus dans le rendez-vous jeu, évidemment. On a fait le dernier épisode avec Chloé Wattier, où on a couvert les 2 sujets qu'on va couvrir aujourd'hui, mais ils sont suffisamment intéressants pour que je veuille les évoquer ici aussi. Et bien sûr, si vous aimez de près ou de loin les jeux vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner au rendez-vous jeu, parce que la semaine prochaine, dans 2 semaines, une dizaine de jours, il y a l'E3, qui est la grande fête du jeu vidéo dans le monde, de l'industrie, où les grandes sociétés viennent présenter leurs nouveautés. C'est vraiment le Noël des fans de jeux vidéo, et ça concerne absolument tout le monde, si vous aimez ça de près ou de loin. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner au rendez-vous jeu. Mais pour les autres, il y a une petite console que j'ai trouvée assez sympathique, qui a été présentée par une société qui s'appelle Panic, qui devrait être disponible en 2020, qui s'appelle la Playdate, qui est une console avec un écran noir et blanc, une petite croix directionnelle et 2 boutons pour contrôler, mais aussi une manivelle, ce qui est vraiment un petit peu bizarre, et elle coûte entre guillemets seulement 150 €, et elle est à mon sens suffisamment bon marché et mignonne et bizarre pour possiblement avoir un petit succès. Alors un succès qui va pas durer peut-être sur des années, mais il y a des jeux qui ont été développés par des développeurs de jeux vidéo assez connus, ou en tout cas dont le travail a été apprécié, et qui vont être disponibles. Je crois que c'est un nouveau toutes les semaines pendant 2 mois ou 3 mois ou ce que c'est. Et juste la console est tellement jolie, tellement mignonne et tellement bien designée, je trouve qu'on risque d'en entendre parler en 2020 quand elle sortira. Je vais pas dire que ça va être un phénomène de société ou le nouveau Pokémon, quoi. Mais je pense que ça risque de faire... je sais pas, c'est un produit qui est à la parfaite croisée de la bonne conception marketing, de la bonne image, du truc sympa, facile, simple. Ça risque de faire un petit peu de bruit, je crois. En plus, Panic, alors je suis pas un expert du tout, hein, et tu vas peut-être pouvoir détailler un peu plus Patrick, mais ils sont pas totalement étrangers dans l'univers du jeu vidéo, puisqu'ils ont fait un jeu qui a eu pas mal de prix, qui est dispo maintenant sur les consoles, qui s'appelle Firewatch, non? Alors je connais pas du tout, hein, mais... Alors non, c'est pas Panic qui a... Ah d'accord. Alors... Ils ont publié Firewatch, effectivement. C'est un éditeur plus qu'un développeur. Okay. Mais ils ont publié quelques trucs qu'on connaît, effectivement. Ouais. C'est Camposanto qui a fait Firewatch, qui maintenant appartient à Valve. Mais bon, bref, ça n'a pas de rapport. Mais oui, donc je sais pas. Moi, je voulais le mentionner parce que comme ça, quand en 2020 on en entendra un petit peu plus parler, vous pourrez dire ah ouais, Patrick en avait parlé dans le rendez-vous. Mais c'est vrai moi, je suis pas du tout une experte en gaming. En tout cas, je sais, comme à peu près tout le monde, que le rétro gaming elle va en poupe ces dernières années. Mais les émulateurs, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal, des petites consoles comme ça. Mais alors ça, c'est même pas un émulateur en fait. C'est vraiment un écran noir et blanc avec cette manivelle qu'on peut tourner et qui est utilisée dans le design de certains jeux. C'est un truc hyper simple. Je sais pas, il faudra voir, hein, on a vu très peu de choses, mais cherchez un article dessus et voyez la gif qu'ils ont fait avec la manivelle, c'est hyper bizarre, c'est hyper marrant et ça a l'air accessible. Ouais, on la voit en action. Si tu vois dans l'article de The Verge qui est dans les notes de l'émission, tu vas voir la console et la manivelle qui fait tourner, et l'écran est super moche, enfin, je sais pas, c'est suffisamment bizarre
pour faire un petit peu de bruit, je crois. La console s'appelle la Playdate et elle ne sera disponible qu'en 2020, donc on n'y est pas encore. L'autre sujet un petit peu plus sérieux dont on voulait parler, c'est l'OMS qui a reconnu alors, le terme n'est pas l'addiction aux jeux vidéo, c'est un petit peu le problème que ça me pose, toute cette question. L'OMS a intégré dans la liste de ces maladies reconnues une maladie qui s'appelle le gaming disorder, donc la perturbation de jeux vidéo, on va dire. Et ça avait déjà été annoncé il y a quelques mois, c'est aujourd'hui acté. Donc j'en redis juste un petit mot pour les gens qui se poseraient la question. Ils ont justement évité d'utiliser le terme addiction parce que l'aspect addictif du jeu vidéo n'a jamais été prouvé, même s'il est très discuté et utilisé de manière assez... dans la conversation de tous les jours, on dit qu'un jeu vidéo est addictif quand on donne envie de jouer plus, mais dans le cadre médical, ça a une autre portée. Évidemment, on parle de substances qui créent une addiction physique. Là, ça n'a pas été prouvé en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont ajouté le terme, donc la maladie gaming disorder, parce que ils estiment que c'est une perturbation du comportement qui se retrouve suffisamment pour qu'on ait besoin de la nommer pour pouvoir, d'une part, dire ce qui ressort de cette maladie et ce qui n'en ressort pas. J'utilise pas le bon terme. J'ai le mot sur le... Tout ce qui relève. Relève, merci. C'est pas ressort, mais relève. Guillaume, you're hired. Donc tout ce qui relève de cette problématique et ce qui n'en relève pas. Et donc, moi, comme j'en parlais à l'époque, j'ai une relation, enfin une appréhension envers ce type de discussion parce que je viens d'une période où le jeu vidéo et d'autres choses étaient particulièrement démonisés, et donc j'ai toujours une certaine prudence vis-à-vis de ce genre de choses. Ce que je peux moi-même admettre, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui se perdent dans le jeu vidéo pour fuir certaines choses dans leur vie peut-être, ou pour pallier à des problèmes divers qu'ils vivent. J'aurais tendance à dire on peut se perdre dans le jeu vidéo comme dans d'autres types de distractions. Moi, j'ai connu des gens qui étaient complètement immergés dans la culture animée et japanimation à un point qui était peut-être un petit peu préoccupant. Mais quand même, ce que je peux admettre, même moi qui suis très protecteur du jeu vidéo, c'est qu'il y a un aspect des jeux vidéo qui est peut-être plus propice quand on a déjà des problèmes au fait qu'on se perde dans ce type d'activité, c'est que les jeux vidéo sont parfois infinis. Il n'y a pas de fin. Un animé, même si on a beaucoup dans le monde, au bout d'un moment, on a fini la série qu'on avait commencé à regarder, ou le manga, on a fini de lire celui qu'on avait commencé à lire. Donc il y a une fin. Dans les jeux vidéo, ça peut se continuer presque de manière infinie. Donc je peux comprendre ça, et en même temps, les médecins qui en parlent sont très clairs sur le fait que la durée n'est pas le problème principal. Le problème, c'est est-ce que ça affecte votre vie sociale ? Si vous jouez 10 heures par jour et qu'à côté de ça, vous avez une vie sociale très saine, a priori, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le jeu vidéo le principal coupable. Mais si vous jouez ne serait-ce que 2 heures par jour, ou plus peut-être, mais qu'à côté de ça, votre vie sociale en souffre, là, ça peut effectivement être un problème. Donc, avec toutes ces petites précisions, je peux comprendre, mais je suis quand même très prudent et très méfiant, quoi. J'aime beaucoup la prudence dont tu fais peur et je me la réapproprie parce que tu évoques des loisirs. Enfin, moi, j'ai vécu avec les jeux de rôle papier sur table et l'image qu'en a été faite était terrible. Et là, il y a quand même un caractère de temps, si je dis pas de bêtises, qui a été décrit, mais c'est l'ordre du long terme, c'est-à-dire des troubles qui durent pendant au moins un an, quoi, pendant au moins 12 mois. Donc, il y a ce caractère. Je crois que finalement, ce qui est ciblé... C'est-à-dire que si vous faites votre session de World of Warcraft pendant 3 mois où vous sortez pas de chez vous, c'est bon, il faut que ça dure
dure plus d'1 an. Non, mais c'est important, tu as raison de le rappeler. C'est un caractère important. Et je crois qu'en fait, au final, c'est hyper compliqué d'arriver à globaliser les jeux vidéo. Et tu avais fait une très bonne description, je trouve, de ce qu'était le casual gaming et le gaming de manière générale. C'est-à-dire c'est quelque chose où tu t'alloues du temps. Et on peut avoir une passion pour des jeux vidéo et on s'y alloue du temps. Je crois que ce qui est ciblé là-dedans, c'est les personnes qui, en partie, reconnaissent elles-mêmes qu'elles en souffrent, qui sont en permanence en train de relancer le jeu du moment style Clash Royale sur leur mobile, qui n'y prennent pas forcément plaisir autre que simplement le plaisir de lancer le truc et d'y passer du temps, et qui le reconnaissent. Je pense qu'il y a des gens qui adorent ce type de jeu et c'est très bien s'ils en sont passionnés et s'ils ont du recul là-dessus. Si par contre ils se plaignent eux-mêmes, et il y en a beaucoup, d'en être dépendants et qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas comment s'en détacher, c'est là où je pense qu'il y a un problème et c'est sans doute ce qui est ciblé par ce truc, quoi. Ouais. Moi qui ne suis pas encore une fois une experte des questions gaming, en tout cas c'est vrai que cette définition elle pose souci dans la mesure où, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus de raison de l'appliquer aux jeux vidéo qu'au smartphone. On en parlait tout à l'heure. Je veux dire, quand on regarde compulsivement son smartphone dans la journée pour ouvrir Instagram alors qu'on n'en a même pas envie, parfois on le fait juste par pur réflexe. On parlait de TikTok, mais c'est pareil pour plein d'applis, Facebook, Twitter, enfin bref. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Donc là, isoler le jeu vidéo dans une définition qui est ultra floue, moi je vois pas énormément d'intérêt à ça. Ouais. Je crois que la solution à cette problématique, à cette dualité, c'est soit effectivement le jeu vidéo peut poser problème et du coup c'est le cas aussi pour ces applications, et je crois que de nombreuses personnes vont nous dire bah oui, effectivement il y a des gens qui peuvent devenir, il peut y avoir un trouble comportemental qui est lié aux réseaux sociaux, de la même manière que ça peut être le cas avec les jeux vidéo, soit aucun des deux ne sont un problème, et il faut considérer la chose de manière plus générale et dire c'est des problèmes comportementaux qui peuvent se manifester de différentes manières. Bon, je ne suis pas médecin et aucun d'entre nous n'est médecin, donc je ne sais pas si ce qu'on dit a du sens, mais la manière dont je vois les choses aujourd'hui, un petit peu forcée par cette décision qui a été prise par l'OMS, c'est si les médecins disent ça peut être utile d'avoir ce trouble spécifique nommé et décrit, ça peut nous aider, nous, à l'étudier, à le comprendre et à le déceler et à savoir quand c'est pas le cas aussi, peut-être que c'est nécessaire, quoi. Il faut s'en remettre aux experts, j'imagine. Et le débat, même chez eux, a été hyper intense. Donc, je suis pas certain que la réponse soit juste oui, 100%, c'est sûr, c'est certain, on est tous d'accord. C'est pas les vaccins. Non, oui, mais il y a de toute façon, il y a des détracteurs à ça, je veux dire, dans le milieu médical, scientifique. Mais en tout cas, là où, les addictions aux écrans, et je pense que c'est ça le cœur du sujet, c'est les écrans en général. Ça, c'est prouvé par la médecine, c'est un vrai souci, et on le répète. Toi, Patrick, qui a un petit bébé, moi aussi, on voit à quel point c'est hypnotisant, même pour un nouveau-né. C'est fou. Donc, et c'est là, à mon avis, le cœur du sujet, en fait. Bon, je suis sûr qu'on redébattra de cette question à l'avenir. Je voudrais couvrir quand même quelques autres petits sujets beaucoup plus rapidement avant qu'on conclue l'émission. Le Pass Navigo dans vos téléphones mobiles, ça arrive en septembre, mais bon, pas sur iPhone, parce qu'il faut que la RATP négocie avec Apple. Ça va sans doute se faire parce qu'ils l'ont fait ailleurs, mais c'est pas encore le cas. Ça intéresse particulièrement les Parisiens, mais moi je suis souvent parisien, donc ça m'intéresse. Il y a une tendance intéressante. Comcast, qui est donc un opérateur de câbles et de téléphonie américaine, est en train de développer un appareil de surveillance des maisons, en fait, mais spécifiquement designé pour les personnes âgées aux États-Unis. Et ça serait un truc qu'ils vendraient pas directement aux consommateurs, mais par l'intermédiaire de partenaires. Mais c'est une tendance qui est intéressante de se dire, si on a une personne âgée pour laquelle on est un petit peu inquiète, peut-être qu'un appareil qui est designé pour voir s'il y a pas de mouvement pendant un certain temps, ou si, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais pour surveiller une personne âgée, bien sûr, si la question de la vie privée est respectée, mais ça peut être quelque
chose d'utile. Et Amazon est en train de travailler visiblement sur un objet portable, enfin de l'informatique portée, comme on l'avait nommé, qui serait activé par la voix, mais qui se concentrerait sur la santé, le bien-être des utilisateurs avec une application qui va avec. Mais donc c'est plutôt l'idée de Comcast qui me paraît intéressante, moi. Cette idée de... c'est le secteur, le marché des personnes âgées est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau. Je pense à toutes ces entreprises de robotique qui ont développé des petits robots domestiques pour surveiller. Alors, c'est pas complètement répandu pour l'instant, mais ça n'empêche que les objets existent depuis longtemps, qui vont repérer justement s'il y a une chute, s'il y a une absence de mouvement pendant longtemps. Donc oui, c'est en tout cas. Ça existe déjà. Tu veux dire que ça existe déjà dans les. Ah oui. Moi, je faisais pas mal de salons de robotique il y a quelques années. C'est des choses, des petits robots qui se déplacent, qui vont suivre les gens dans l'appartement ou dans la maison, et où la personne, si elle chute, non seulement le robot pourrait activer un système d'alarme et d'alerte enclenché auprès des proches. S'il n'y a pas de mouvement pendant suffisamment de temps, mais je crois aussi que les personnes âgées peuvent appeler très facilement un numéro de secours. Enfin, c'est des choses qui existent déjà. Donc, après, je n'ai pas les chiffres sur est-ce que c'est, le taux de présence de ces appareils dans les foyers, mais en tout cas, ça existe, ouais. Ça existe, ouais. Bon. Je prends la parole aussi en 2 temps, très très rapidement sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Premier temps, un peu second degré, figurez-vous que l'Apple Watch permet de détecter les chutes et d'appeler en cas d'urgence. Bon bref, ça c'était le petit côté fanboy, mais surtout, non, l'enjeu, moi qui est dans mon entourage très proche, une personne dont on s'occupe, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade hyper avancé, on sait à quel point c'est clé pour ces personnes-là qu'elles soient maintenues à domicile le plus longtemps possible. Au-delà d'un certain moment, c'est plus possible, il faut qu'elles soient intégrées dans une structure médicale, mais tout le temps qu'elles passent à leur domicile dans un environnement qu'elles connaissent et où elles ont leurs habitudes, ça les maintient le plus longtemps possible. Et il y a effectivement un boulevard d'innovation là-dedans. J'espère qu'on va voir plein de choses arriver pour garantir encore plus longtemps la présence à domicile des personnes en état de dépendance comme ça. Bon, un petit peu de tech positive quand même de temps en temps, ça fait du bien. Le service de la Poste aux États-Unis est en train de tester des camions autonomes pour livrer les colis entre Phoenix et Dallas. Ils vont commencer les tests avec 5 camions, si je ne m'abuse, mais bon, ça commence à arriver dans le monde réel, quoi. C'est à voir si les tests connaîtront le succès. Selon certaines sources, on entend parler de Facebook qui est en train de travailler au développement d'une monnaie numérique, bien sûr, basée sur la blockchain et les crypto-monnaies. Eh bien, il semblerait qu'ils soient prêts à lancer dans leur système dans une douzaine de pays dès 2020. C'est quelque chose qui est particulièrement important parce que la plupart des gens qui regardent ce type de technologie d'un petit peu près se demandent quelle crypto-monnaie va réussir à connaître le succès. Bon, il y a un petit point d'interrogation sur est-ce que la crypto-monnaie va réussir à connaître le succès à un moment ou pas, mais si c'est le cas, on se demande laquelle va réussir. Et dans ce contexte, Facebook a évidemment une base utilisateur énorme, en particulier dans des pays où les transferts d'argent par informatique sont hyper importants. On parlait de l'Afrique. Il y a des sociétés comme M-Pesa qui font ça très très bien et qui ont développé l'activité économique de différents pays d'Afrique de manière hyper importante. Et Facebook est très présent là-bas aussi. Et donc une crypto-monnaie qui, entre parenthèses, serait indexée sur des monnaies réelles stables, genre le dollar, l'euro, etc. Donc il n'y aurait pas cette volatilité qu'on connaît dans les crypto-monnaies. Ça pourrait tout à fait donner à Facebook la carte gagnante pour l'imposition d'une crypto-monnaie à succès, quoi. Et d'autant que Facebook
un écosystème qui s'y prête énormément. Faut imaginer le potentiel que ça pourrait avoir sur Instagram, qui est une plateforme où le e-shopping, je sais pas, enfin comment appeler ça, mais où tout le. C'est une plateforme de commerce de plus en plus. Totalement. Et donc si demain Facebook décidait d'intégrer un bouton sous une robe ou je sais pas quel objet mis en avant dans une publicité, suggéré sur Instagram, un bouton qui permet d'un clic d'acheter la dite robe ou paire de chaussures ou je ne sais quoi. Je parle de trucs de filles parce que moi c'est ce que je peux voir généralement dans mon feed, voilà. Mais c'est déjà le cas. Peut-être que c'est que aux États-Unis, mais on peut acheter des trucs directement sur Instagram. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je l'ai jamais fait. Je sais qu'il y a un lien qui renvoie vers le site marchand. C'est bien, tu résistes à la pub, c'est pas mal. Oui, ça renvoie vers le site, t'as raison. Pour moi, c'est ça. En tout cas, ce que j'en sais sur mon app, c'est que quand je vois quelque chose qui me fait de l'œil, quand je cède au clic sur une publicité, généralement, ça me renvoie sur le site en question de la marque. Or, si demain ils intégraient un bouton en dessous, à côté du bouton j'aime, qui permettrait d'acheter en un clic, avec une crypto-monnaie qui serait l'équivalent d'un compte PayPal, j'imagine quelque chose comme ça. Ça pourrait être assez puissant. Ouais. Et assez puissant pour eux, bien sûr, parce que du coup, ils gardent tous les petits pourcents des commissions qu'il y a dans tous les paiements, plutôt que de les donner à, je sais pas, Visa et les banques et Stripe. Oui, c'est ça. Ouais, c'est l'idée derrière. De toute façon, sûr. c'est de se désolidariser des banques. Ouais, et du coup, si on va un petit peu plus loin dans la philosophie de comptoir, en plus d'avoir la puissance d'une nation, Facebook aurait aussi la monnaie qui va avec, quoi. Le Facebook dollar ou le Facebook. Quel monde formidable. Après, il y aurait des élections Facebook. Non, mais c'est ça, exactement. Ça a tellement d'influence qu'on pourrait presque l'exiger. Mais bon, moi, je décide immédiatement du nom, c'est les Facebooks. Non ? Bien joué. Okay. Ouais, c'est pas mal. Bon, encore de la technologie, on a les Google Glass Entreprises qui arrivent en 2e édition. Je le mentionne juste parce que j'avais bien ri des Google Glass à l'époque. Non, pas bien ri, mais j'avais prédit que ça serait que ça ne fonctionnerait pas comme la vidéo de présentation le laissait penser, mais c'était il y a des années. Mais il n'empêche, les Google Glass ne sont pas du tout mortes. Elles continuent à fonctionner et à être très utiles dans des environnements professionnels, un petit peu comme le HoloLens de Microsoft. Alors, c'est un appareil qui est beaucoup plus simple, mais ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Donc, si vous vous demandiez ce qu'était advenu des Google Glass, non seulement ils existent toujours, mais en plus ils ressemblent à ils s'adaptent à n'importe quelle lunette. C'est beaucoup plus discret. Enfin, ça fonctionne, ça fonctionne toujours. Et dernière chose que je voulais évoquer, c'est cette étude de l'UNESCO, ou ce rapport de l'UNESCO qui dit que les assistants personnels sont un petit peu trop genrés et risquent de renforcer les stéréotypes, avec notamment des assistants personnels dans les téléphones qui sont plutôt des voix de femmes, et des assistants personnels, des voix informatiques dans les GPS qui étaient plutôt des voix d'hommes. C'est marrant comme on voit que ce genre d'idée a la vie dure. Mais c'est vrai que moi, je me faisais vraiment la remarque sur Siri et sur... tous les assistants personnels, c'est des femmes, et je ne l'ai pas trop mentionné parce que... Moi, Siri, chez moi, c'est un homme. Mais changé, non ? Et dans ma voiture, j'ai une femme. Écoute, tu réussis à me casser complètement mon... Et je dis ça, non, mais c'est... En tout cas, c'est mon expérience, Par défaut, parce que moi j'utilise en anglais. En anglais, c'est une femme, Siri, en anglais américain. Est-ce que tu l'as changé par défaut en français? Moi, c'est un homme? Je n'ai jamais changé Siri. Alors peut-être qu'en français c'est un homme. En français, je pense que par défaut c'est un homme. Écoute, très bien. La France en avance sur les questions d'égalité des genres, c'est magnifique. Non, mais ça n'empêche que il me semble qu'il y avait eu un test. J'ai entendu parler il y a quelques mois d'un assistant vocal à voix neutre.
donc à genre neutre. Tout à fait, oui. Je trouve que c'est dans l'absolu, au-delà du fait que moi ma voiture me parle, enfin une voix de femme ou une voix d'homme, peu importe, mais c'est une bonne idée parce que ça permettrait justement de plus se poser la question, quoi, enfin d'éviter ces clichés ou ces stéréotypes quand on ressent qu'il y en a. Donc ouais, c'est une idée qui m'avait assez plu, ouais. Et c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un assistant, une voix qui est neutre, dont on ne sait pas vraiment si elle est voix d'homme ou voix de femme. Je pense que ça veut peut-être pas forcément dire qu'il faut supprimer les voix d'hommes et les voix de femmes non plus. Je pense qu'on a des gens qui vont être très énervés parce que ce genre de sujet ravive toujours les passions, mais pourquoi pas avoir cette option aussi? Moi, c'est un truc qui me plaît bien. C'était comme les emojis neutres que je trouvais pas mal aussi et qui ont reçu des commentaires assez animés, on va dire. Avoir le choix, c'est toujours, je pense, la meilleure option. Et quand on a un appareil qu'on nous demande de configurer. Moi, j'ai pas le souvenir quand j'ai configuré, par exemple, mon smartphone, qu'on m'ait posé la question est-ce que vous préférez que Siri ait une voix d'homme ou de femme, mais peut-être de poser la question au début, quoi. Ça pourrait être femme, homme ou neutre. Ouais, voilà. Éventuellement. Ou alors commencer avec neutre et puis après on peut choisir si on veut aller changer. Oui, voilà. Non, mais effectivement, ne pas se fermer la porte à une voix de femme ou une voix d'homme. Enfin, ça me paraît aussi tout à fait normal. Écoute, je pense que c'est une conclusion tellement raisonnable et cohérente que personne ne pourra ne pas être d'accord avec nous. Je pense que cette conclusion est tout à fait juste. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir bravé la pluie, les intempéries et tout le reste pour être dans l'émission. Avant de se quitter, je voudrais vous donner à chacun l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver, soit sur Internet, soit dans la vraie presse, peut-être. Commençons par Marine. Tiens, est-ce que tu as une activité en ligne ou autre que tu voudrais mentionner aux auditeurs ? Oui, alors au-delà de mon travail, avant je travaillais pour la version française de Mashable qui n'existe plus depuis quelques mois, et je travaille maintenant pour Science et Avenir, le magazine et le site web, où j'écris peut-être un peu plus sur des sujets scientifiques, mais qui ont souvent un lien avec la technologie. Donc, on peut retrouver mes articles là-dessus. J'ai un compte Twitter, voilà. Et j'ai un podcast aussi qui n'a rien à voir avec la tech. Et j'en profite pour dire à ceux qui le connaissent que je vais y revenir bientôt. J'ai malheureusement pas trop eu le temps ces derniers temps de finir mon 6e épisode, qui sera aussi le dernier de la saison, pour des raisons professionnelles et personnelles surtout, parce que j'ai eu un petit bébé et qui me demande de plus en plus de temps, d'énergie. Il a quel âge ? Il a 7 mois. Oui, d'accord, je m'en souviens. Je m'en souviens, oui. Voilà. Donc j'ai un petit peu de mal à trouver un peu de temps libre pour finir tout ça, mais ça va arriver, j'espère, avant l'été, ces derniers épisodes, et ça continuera, j'espère, après l'été. Voilà. D'accord, mais alors tu nous fais un teasing du coup. D'une part, rappelle-moi ton compte Twitter pour que je puisse le mettre dans les notes de l'émission. Mon compte Twitter, c'est marin_eben, E-B-E-N, voilà. Marin Eben, super. Et surtout, dis-nous de quoi parle ton podcast. Mon podcast, que Guillaume avait présenté aussi dans son émission, parce que j'avais eu la chance d'y participer. Mon podcast parle d'histoires vraies qui n'ont jamais pu être résolues rationnellement. Voilà, donc ça touche un peu au paranormal, mais le tout, j'essaye de le décortiquer à travers le prisme scientifique et de ne pas tomber dans les écueils de ce genre de sujet, le sensationnalisme. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'apporter des réponses ou d'ouvrir des portes. Puisque tu veux dire, c'est des questions un petit peu mystérieuses scientifiquement qu'on n'arrive pas à... Voilà, c'est tout part d'événements précis, donc d'histoires précises qui sont contemporaines ou passées. Ça peut même remonter assez loin dans l'histoire. Tout ça se base sur les faits, donc je rappelle les faits et je fais intervenir dans une deuxième partie des spécialistes susceptibles de nous éclairer. Voilà. Super, écoute, ça a l'air très intéressant. Ça s'appelle In Tenebris, voilà. In Tenebris, voilà, il faut le préciser. Je mettrai évidemment le lien vers ton compte Twitter dans
dans l'émission. Et il y a les informations sur le podcast également dans ta bio. Donc, voilà. Tout sera disponible. Super, Guillaume, quid de ton activité ? Moi et mon plaisir d'avoir participé dans le Rendez-vous Tech, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Guillaume Vendée, et vous me retrouvez aussi une fois par semaine dans un autre podcast tech qui s'appelle Tech Café, où les retours que j'ai assez régulièrement, c'est de dire merci d'avoir une émission qui soit complémentaire au Rendez-vous Tech. Donc, tu vois, c'est une raison de plus d'aller explorer d'autres contenus tech aussi par ailleurs. Super, merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, c'est Note-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai fait 1 ou 2 stories depuis le bureau de Jérôme. Je commence à utiliser un petit peu les stories, mais je suis pas certain de comprendre exactement comment ça marche. Mon cœur de jeune n'a quand même pas tellement de capacité qui me permet de comprendre ça. T'as tout mis dans TikTok, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais un certain budget compréhension des jeunes et il est passé dans TikTok. Faut dire que ça demande, hein. TikTok, c'est pas facile. Et vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Si vous voulez aller laisser des commentaires là-bas, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre ? Le rendez-vous jeu, comme je le disais, avec l'E3 qui arrive, c'est le moment de vous abonner au rendez-vous jeu. Et bien sûr, soutenir sur Patreon le rendez-vous tech, c'est sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et Jérôme, qui vient de revenir dans le bureau. Sur Tipeee. Bon, j'espérais qu'il me fasse l'argumentaire pour que vous me souteniez sur Patreon. J'ai raté mon coup. Après avoir soutenu Patrick, s'il reste de l'argent, soutenez-moi sur Tipeee. Super, merci Jérôme, merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine, justement avec Jérôme entre autres pour débriefer la conférence Apple. Merci à vous tous et à très vite. Ciao ciao.